Je passe la parole à Monsieur Olivier Dard. Cette fois, je ne me trompe pas. Je ne suis pas Paul. Mais... Olivier Dard, j'ai dit. La question des disparus dans la mémoire de la guerre d'Algérie. Oui, alors, je voudrais d'abord vous remercier de votre accueil, remercier Madame Ducossader, Jean-Jacques Jordi de m'avoir invité à ce colloque, m'excuser de ne pas avoir été là ce matin, mais j'étais coincé par malheureusement d'autres impératifs. Alors, c'est effectivement à la fois un plaisir d'être avec vous, un moment effectivement tout à fait émouvant parce que le sujet est évidemment profondément émotionnel et on l'a entendu tout à l'heure. Je suis arrivé au début du témoignage donc de quelqu'un qui racontait, comme d'autres après lui d'ailleurs, ce qu'avait été un drame familial. Et au-delà du drame familial, évidemment, et c'est ce que je vais essayer de montrer, se pose dans l'histoire française depuis 1962 un problème qui est à la fois un problème de mémoire, mais je vais parler à la fois de la mémoire, mais aussi de la question du débat politique et de l'espace public. Alors j'espère que je ne serai pas, je ne pense pas, sur les brisées de ce qu'a pu dire Jean Sévilla. Mais je pense que c'est un élément effectivement tout à fait important d'amener quand même ce sujet dans une histoire plus générale. Alors ce sujet, je n'en suis pas, je le dis très clairement, un spécialiste, n'ayant pas même moi-même, j'ai pas travaillé sur la question des disparus, mais le sujet m'intéresse depuis longtemps et c'est un peu l'occasion aussi de rendre hommage à un collègue et ami que nous sommes un certain nombre ici à avoir bien connu, Daniel Lefebvre, et Jean Monneret, oui, je ne vois pas Jean, mais Jean était là lorsque nous avions organisé, j'avais organisé à Metz, avec Daniel d'ailleurs, à l'université de Metz, une petite journée d'études sur la question des disparus en lien avec des collègues argentines qui étaient présentes et on avait fait toute une réflexion sur la question des enlèvements, disparitions, Algérie, Amérique latine et en particulier Argentine. Et ce qui était très frappant, c'est qu'au départ, un certain nombre de collègues avaient été presque un peu choqués, disons, qu'on puisse comparer quand même la situation de l'Argentine, qui avait été des enlèvements très, très médiatisés, à cette situation de l'Algérie et au bout du compte, la journée avait été extrêmement intéressante, extrêmement productive, si je puis dire, posant d'ailleurs un certain nombre de questions qu'on a pu croiser à travers d'ailleurs les témoignages qui concernaient au fond la logique de ces enlèvements. À quoi servent ces enlèvements? Et poser aussi la question, au fond, du nombre de morts, parce que dans le cas, par exemple, de l'Amérique latine, on sait aujourd'hui, et les spécialistes en sont d'accord, que les chiffres qui avaient été donnés à l'époque ont été assez nettement diminués, mais en réalité, la fonction de l'enlèvement, et nos témoins nous l'ont dit, n'est pas uniquement une fonction d'élimination, elle est aussi, et peut-être principalement, une fonction, ces enlèvements ont principalement une fonction qui est une fonction de terreur, instiller une véritable terreur dans une population pour justement réussir à, j'allais dire en l'occurrence dans le cas des Français d'Algérie, à accentuer des départs. Mais Jean, je parlais, tu sais, de la journée qu'on avait organisée à Metz avec Daniel Lefebvre, oui, à laquelle tu étais venu, donc tu avais à l'époque publié la phase finale, etc., etc. Alors, je surveille l'heure. Alors, je voudrais, dans cette intervention, donc je disais que je n'étais pas un spécialiste de ces objets, donc, qui ont été travaillés donc, par Jean, bien sûr, par Jean-Jacques Jordi, par également une thèse de Soraya Laridi, je ne sais pas si elle a été mentionnée jusqu'alors, mais qui avait travaillé sur la question des disparus, et on était quelques-uns ici, donc d'Hypervillers, à avoir participé à ce jury. Donc, il y a toute une série de travaux, mais
Ces travaux, je vais essayer de les utiliser, bien sûr, de les remettre en perspective, mais avec peut-être 2 ou 3 autres questionnements un peu différents. Première chose sur laquelle je voudrais insister, justement dans cette singularité, c'est sur l'importance des disparitions et souligner, ça a peut-être déjà été dit ce matin, j'en suis désolé, mais que la question des disparus d'Algérie n'est pas le premier moment où s'oppose en France l'histoire des disparitions. L'histoire des guerres, de ce point de vue, est essentielle et je pense que vous avez peut-être déjà parlé de Douaumont, du 11 novembre, du soldat inconnu, etc. J'ai parlé des dictatures latino-américaines, mais au-delà des dictatures latino-américaines, et c'est une date intéressante pour nous, cette question des disparitions a été prise en charge par toute une série d'organisations spécialisées dans les droits de l'homme, notamment Amnesty International. Et depuis 1982, il y a une journée des disparus, le 23 janvier. Toute la question est de savoir pourquoi les disparus d'Algérie, eux, ne sont pas directement au cœur des préoccupations. J'y reviendrai. Alors, dans ces conditions, je vais essayer de vous présenter un propos en 3 points. Je vais d'abord m'interroger sur ce que j'appellerais un mythe du silence. Et là, je reprends une formule de Jean-Jacques Jordi, un mythe du silence qu'on peut évidemment, dont on peut parler, mais qu'on peut aussi discuter parce que finalement, ce qui pose question dans le problème des disparus de l'Algérie, c'est qu'on en parlait au moment où les faits se sont produits. Pourquoi n'en parle-t-on plus après? Ce qui va m'amener à une deuxième étape qui va être une remise en perspective chronologique de ces enjeux mémoriels et du débat public lié à un drame non reconnu pendant des décennies, et ça va nous amener, disons, des années 60, 65 plutôt, aux années 1990, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Et puis, je terminerai effectivement par la question du tournant des années 90-2000, en essayant de montrer qu'il est pour une part lié, bien sûr, à la question des disparus eux-mêmes, mais je crois que cette question des disparus d'Algérie, honte des enlèvements d'Européens, on ne peut pas la considérer sans prendre en compte des phénomènes plus généraux, et en particulier, j'insisterai là-dessus, la question du sort des victimes et de l'image des victimes dans notre société française. Alors, premier élément, donc, ce mythe du silence. Alors, je repars de 1962, la chose est assez connue, donc je n'y reviens pas. Il est frappant, tous les travaux l'ont montré, et je pense que Jean Sévilla l'a redit ce matin, c'est une distorsion assez saisissante entre la médiatisation du phénomène à l'été 1962 et, quand je dis médiatisation, le Figaro, le Parisien, la Société de presse, beaucoup d'organes se préoccupent de la chose, et effectivement, des autorités françaises qui sont à la fois informées, très informées, mais visiblement très peu concernées, avec comme volonté de faire au fond disparaître le mythe des survivants. C'est la grande préoccupation. Alors, de ce point de vue, il y a, et c'est là-dessus que je voudrais enchaîner par rapport à ce qu'écrit Jean-Jacques Jordi dans son livre donc, sur le silence d'État. Au fond, on a 62, et puis après, tu enchaînes sur 2004 en disant ce qui est juste, en disant ce qui est juste. 40 ans plus tard, le silence est ébranlé, puis levé. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de réfléchir un petit peu sur justement ces 40 années et voir dans quelle mesure on est en présence d'une mémoire déchirée, bien sûr, mais par un drame non reconnu. Et dans ces 40 ans, je crois qu'on peut, et c'est un peu le travail de l'historien, proposer une chronologie. Première étape, les années 62-65. 62-65, c'est une chronologie extrêmement intéressante d'ailleurs dans l'histoire plus large d'ailleurs des associations d'anciens de défense de l'Algérie française pour toute une série d'enjeux. Parce que je crois que cette question des enlèvements d'Européens d'Algérie, elle est inséparable plus largement de l'histoire, de la mémoire générale de l'Algérie française et du fait que cette Algérie française, cette colonisation de l'Algérie française dans l'espace public qui est le nôtre, elle est considérée comme extrêmement négative hier
comme aujourd'hui. Et je crois que les disparus n'y ont pas échappé. Leur histoire est inséparable de celle-là. Alors, ces associations, vous les connaissez, c'est l'Association de défense des droits des Français d'Algérie, hein, la DDFA. Il y en a plusieurs de ces associations. Je ne vais pas y revenir à toutes ces associations, l'association des familles disparues en Algérie ou le groupement des parents des victimes disparues. Qu'est-ce qui me frappe dans cette histoire associative par rapport aux disparus? Qu'est-ce qui me frappe par rapport justement à l'histoire générale? Premier élément, c'est que comme pour toutes les associations de rapatriés ou d'anciens d'Algérie, il y a une incapacité à construire au fond une association unique, une association qui serait un peu la colonne vertébrale d'une défense. C'est un éclatement. Et je dirais que dans la relation au pouvoir public, c'est un élément, alors je ne dis pas que les pouvoirs publics auraient été spécialement davantage attentifs, mais c'est un véritable problème dans tous les travaux qui peuvent concerner ce qu'on appelle un peu pompeusement la société civile organisée. Il y a malgré tout, du point de vue associatif, un problème de représentativité. Et là, je suis très frappé de constater que premièrement, non, la dispersion n'échappe pas à cet enjeu, aussi dramatique soit-il. Deuxième élément, et qui réunit, j'allais dire, ces associations aux autres, c'est le fait que après 1962, donc 63, 64, 65, dans la médiatisation qui est la leur, mais au-delà de la médiatisation, dans l'expression de leurs paroles publiques, elles sont incapables, ce qui prouve que dans l'esprit public du temps, il n'y a pas de singularité justement de cette question des disparus, incapable de trouver des canaux d'expression dans, j'allais dire, une grande presse ou chez un certain nombre de dirigeants politiques d'envergure. Et par conséquent, quand on y regarde d'un peu près, et je suis retourné voir un certain nombre de sources que je connais bien, qu'est-ce que je constate? C'est que je constate que finalement, toute l'histoire de ces disparus d'Algérie, on la lit dans une presse qui est une presse marginalisée, qui est la presse des droites nationalistes, ce qu'on appelle communément l'extrême droite, l'expression m'agace toujours un peu, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, ces droites nationalistes qui, évidemment, ont défendu l'Algérie française et qui vont, par conséquent, de la nation française de Pierre Poutan à Rivarol et autres, qui vont donner la parole à un certain nombre de représentants de ces combats et donner un certain nombre d'informations. Ça me paraît tout à fait intéressant, mais il en va de même pour tout ce qui concerne le rang franc et d'autres associations. Alors, intéressant aussi de constater sur ce dernier point que finalement les porte-paroles, alors ils sont quand même très limités à l'époque, hein, car je rappellerai que dans les années 60, les témoignages sur l'Algérie sortent principalement, pour ne pas dire exclusivement, chez les tout petits éditeurs. Hein. Il n'y a pas, c'est dans les années 70 que un certain nombre de grandes figures de l'Algérie française vont publier chez les Fayard et chez les autres. Dans les années 60, ce n'est pas le cas du tout, et les auteurs les plus connus, entre guillemets, notamment Francine Dessaigne, etc., rendent compte de cette question des disparus, ce qui m'amène, pour finir sur ce premier point, à souligner que finalement, on parlait tout à l'heure de la Shoah. Je vous renverrai au livre très intéressant de François Azouvi, qui s'appelle Le mythe du grand silence, où François Azouvi prend un peu le contre-pied des travaux d'Annette Viviorca en disant mais finalement, ce n'est pas qu'on n'en a pas parlé, c'est que ça n'a pas été, après 1945, et là il a trouvé toute une série de petits récits publiés à compte d'auteur, etc., dont il parle énormément dans ce livre, donc Le mythe du grand silence. Il ne sait pas tant que ces gens n'ont pas parlé, que le fait qu'il n'ait pas été entendu. Les choses ensuite ont changé. Mais là, en l'occurrence, il est très frappant de constater que pour qui veut le savoir, on sait un certain nombre de choses, mais ça ne passe pas des milieux relativement marginaux. Et puis arrive aussi ce qui était dit tout à l'heure par nos témoins, c'est effectivement la question des 3 ans, c'est la question aussi eh bien, des indemnisations, et le fait qu'à partir de 1964-65, il y a une forme de normalisation, vous le savez bien, on va passer aux décisions donc judiciaires, et une Francine Dessaigne elle-même considère que bon, dorénavant, il n'y a sans doute plus survivants, donc le sujet ne mérite plus d'être posé.
Ce qui m'amène aussi à une autre réflexion, c'est que le rapport au deuil, c'est pas, me semble-t-il, j'en suis convaincu, le rapport au deuil dans la France des années 1960 n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Le travail de deuil, etc., dont il est toujours question aujourd'hui, n'est absolument pas considéré comme tel dans cette France des années 60, où le rapport à la mort est tout à fait différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions, j'en arrive à ma deuxième étape. On passe au fond, à partir des années 65, 66, jusqu'aux années 80, jusqu'aux années à la fin des années 80, on passe au fond à une autre phase, ce que j'appellerais une question très dépréciée, qui revient périodiquement, malheureusement, à cause comment dire, d'un mauvais ou d'un très mauvais sensationnalisme. Et là, on a effectivement les deux. Alors, je n'insisterai pas par rapport à la question du sensationnalisme sur le rôle du capitaine Leclerc, donc je pense que vous en avez parlé sans doute aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse par rapport au capitaine Leclerc, c'est moins, au fond, le drame que les promesses non tenues, et sans doute non tenables d'ailleurs, que cet homme a présenté, que l'écho qui a été le sien. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que cet homme à la fois se présente avec un passé qui fait de lui, au fond, quelqu'un qui aurait pu s'intéresser et comment au sujet, résistant, ancien de l'OS, etc., lié aux associations, mais lui réussit, et c'est un des rares, disons-le clairement, à obtenir quand même un écho dans la presse, dans François, etc., ce qui à l'époque, évidemment, n'est pas rien, mais justement, tout le drame de cette histoire, c'est que le sensationnalisme va contribuer encore davantage, j'allais dire, à comment dire, terrasser l'intérêt qu'il y aurait pu y avoir à cette question au vu, évidemment, de la fausseté de toute une série d'informations divulguées par ce personnage, mais qui, en même temps, installe quelque part la question des disparus dans le débat public dans les années 1980, au point, vous le savez sans doute tout de même, qu'après son fameux ouvrage Disparu en Algérie, les Français réputés être en position de survie, le secrétaire d'État aux rapatriés, Santini, va en parler, et va en parler où? Dans une émission qu'un certain nombre d'entre nous autour de la salle n'ont sans doute pas oublié, car l'atmosphère était très différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui à la télé. Droit de réponse de Michel Pollack, où c'est le temps où on fumait à la télévision, etc. On est dans une toute autre... Mais voilà, on en parle dans Droit de réponse, on en parle sûrement pas bien, mais on en parle quand même. Alors, de ce point de vue, il y a effectivement un changement, et ce changement, il est intéressant, au-delà du cas Leclerc, pour d'autres raisons. Il est intéressant parce que les années 80 sont aussi des années, je parlais de la journée des disparus tout à l'heure avec Amnesty International, mais les années 80 sont aussi intéressantes parce que la question des enlèvements refait surface. Il y a eu les dictatures latino-américaines dont j'ai parlé, mais n'oubliez pas aussi toute l'importance de la question libanaise, les journalistes au Liban, etc., etc. Donc on commence véritablement à introduire la question des enlèvements, des disparitions dans le débat public. On est à la fois loin de nos Européens d'Algérie, mais l'environnement change. Les années 80 sont aussi, et il faut le rappeler, la présence à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire, celui du Front national, qui va se saisir, c'est assez logique d'ailleurs, lui aussi, alors avec un intérêt politique sans doute, mais sans doute pas non plus uniquement, de la question des disparus, avec notamment des figures bien connues comme Pierre Descaves, ou des manifestations qui sont organisées en 1987 aux Champs-Élysées. Alors j'en ai trouvé une en particulier. Vous allez me dire, on se croirait au 13 mai 58. On est le 13 juin 1987, donc grande manifestation où sont présents Soustelle, Delbecq, Jouot qui a quand même évoqué la question des disparus dans Saurons-nous enfants compris, et avec cette idée, nous voulons la vérité. Alors, j'arrive à la troisième étape, c'est effectivement le tournant des années 90-2000, où là,
on croise évidemment dans cette histoire un certain nombre de gens qui sont ici autour de la table, donc création de nouvelles associations, hein, bien entendu, les rapatriés mineurs et pupilles de la nation, donc c'est Madame Ducos-Sader en particulier. Il y a, vous aussi, votre nom est là, cher ami, votre nom est là, ne vous inquiétez pas, vous êtes là, priorité aux dames quand même. Voilà, c'est aussi les premiers travaux donc qui peuvent se mener à partir comment dire, de recherches notamment introduites par Jean Monnet. Ce qui me paraît intéressant ici, dans ce tournant des années 90-2000, c'est de relier finalement cette question à peut-être trois choses. Un, et là je pense qu'on pourrait peut-être creuser la question du rôle de la présidence Chirac. Il y a incontestablement un tournant avec la présidence Chirac autour de la question plus générale de l'Algérie. Plus générale de l'Algérie, par-delà la question quand même des enlèvements, mais ça compte. C'est la question des harkis, bien sûr, qui arrive. C'est l'idée d'un mémorial national. Donc, on commence à changer un peu de perspective. C'est aussi à partir de ces années-là qu'on commence à parler du 5 juillet à Oran, qu'on commence à en parler sur un plan un peu plus général. C'est aussi à partir de ces années-là que sont introduites sans succès un certain nombre de plaintes. Et là aussi, c'est un changement tout à fait important. Et autre élément intéressant, c'est toujours dans ces années-là, ces années 2000, que la question du deuil, la question des victimes fait véritablement son apparition dans le débat public. Et de ce point de vue, on sait bien à quel point la question des victimes, et encore une fois, au-delà hein, des enlèvements, disparitions, la question des victimes a pris dans le débat public et même dans les procès, dans le procès pénal, hein, une part de plus en plus marquante ces dernières décennies. Hein. C'est quand même tout à fait frappant. Ce qui d'ailleurs, de mon point de vue, n'est pas sans poser problème hein, quand on voit certaines cours d'assises avec les photos des victimes. Bon, c'est quand même, ça pose d'autres problèmes. Enfin, dans l'équilibre du procès, ça pose à mon avis d'autres problèmes. Mais qu'importe. La question des victimes est à ce moment-là perçue tout à fait autrement. La question du deuil est perçue tout à fait autrement. Et à partir de là, effectivement, on entre dans un véritable changement et là, on rejoint ce que disait effectivement Jean-Jacques Verdi, hein, c'est-à-dire effectivement ce tournant des années 2000, et là, je vois que le temps a passé, et là, je vais être beaucoup plus rapide, beaucoup plus bref, ben, on retrouve évidemment, alors là, dans les années 2005 et suivante, toute une série de choses que vous connaissez bien, la préparation de la loi donc, de 2005 avec la question du rôle positif de la colonisation, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est l'article 1 de la loi. L'article 1 de la loi qui mentionne les disparus, hein, parmi ceux dont on reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés. Pour la première fois, au fond, ces disparus figurent véritablement dans la loi, figurent en tant que victimes de cette guerre d'Algérie. C'est la loi, c'est aussi, on parlait tout à l'heure du quai Branly, hein, la première plaque donc, qui a pu être fixée. Et puis, c'est aussi, au-delà du travail du deuil, toute la question de la commémoration, de l'érection, effectivement, de tombes en quelque sorte symboliques, avec, bien entendu, le problème du mur des disparus de Perpignan. Alors, ce mur des disparus de Perpignan, bon, vous en connaissez l'histoire, vous l'avez, je pense que nous l'avons tous vu autour de cette table, nous y sommes tous allés à un moment ou à un autre. Ce qui est frappant par rapport à ce mur des disparus de Perpignan, voulu et mis en place donc par la municipalité, mais avec un comité où on trouve notamment Madame Ducos-Sader, Jean Monnet, enfin toute une série de figures présentes. Alors, je ne vais pas donner toute la liste, je l'ai, on pourra l'imprimer si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mur des disparus, qui aurait pu, au vu de tout ce que je vous ai dit sur le statut des victimes, sur le sort des victimes, donner au fond une singularité à ces disparus, en considérant qu'eux sont effectivement des victimes qui n'ont rien à voir avec justement la fin de... Enfin, qui ont à voir bien sûr avec la fin de l'Algérie française, mais avec l'histoire de l'OAS, des violences de l'OAS, etc., à partir de, principalement, en l'occurrence visées à partir des accords d'Évian et de leur suite. En réalité, ce qui est très frappant, c'est que les réactions sur le moment montrent qu'il n'en est rien.
et que cette histoire est confondue, confondue par les opposants avec, au fond, celle de l'Algérie française, celle de l'OAS, les stèles OAS, etc. Et je me suis, je ne suis pas amusé, mais en préparant ce petit texte, j'ai repris toute la liste de toutes les associations qui s'étaient mobilisées contre le mur des disparus. Bon, c'est quand même tout à fait intéressant de voir qu'on a effectivement un certain nombre d'associations qui n'ont strictement rien à voir avec, évidemment, les questions liées à l'Algérie, au-delà d'associations et de partis politiques bien connus, la LCR, les radicaux de gauche, les Verts, etc., etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tout pose problème. La référence à Camus pose problème. Donc, on va mettre Jean Brune et Chateaubriand. Il y a des universitaires qui vont s'en mêler. Éric Savarez, je me souviens de l'avoir rencontré à un colloque. Je raconte ça, c'était drôle. Nous étions avec Daniel Lefebvre. On était avec Daniel Lefebvre à Reims. Je connais que moi j'avais lu, mais que je n'avais jamais rencontré. Donc, on le voit un matin à déjeuner et il apprend. Il voit avec là. C'était une réaction immédiate. C'était assez drôle. Je suis Daniel Lefebvre. Tac. Voilà. Bon, moi à l'époque, je comptais beaucoup moins sur le sujet que l'ami Daniel. Alors, de ce point de vue, donc, monument inauguré, et là, je ne sais pas si Jean en Sévilien en a parlé, mais une inauguration dont la presse ne dit rien. Rien. Le Monde, rien. Le Figaro, désolé, 2 lignes. Voilà. Et c'est l'Indépendant qui en parle. Donc, en réalité, ce que l'on constate, eh bien, c'est que entre 1962 et 2007, en réalité, on a à la fois des mutations, mais des disparus dorénavant intégrés à la mémoire de la guerre d'Algérie, mais qui n'arrivent pas, ou dont le sort n'arrive pas à être distingué, au fond, de la mémoire plus générale de l'Algérie française. Alors, depuis, évidemment, les choses ont continué. Je pense que, d'un certain point de vue, tout le travail associatif, et je finirai là-dessus, tout ce travail associatif qui a été conduit, finalement, a quand même réussi à, me semble-t-il, à mettre quand même ces disparus, je ne dis pas au cœur de l'actualité, mais quand même leur donner, malgré tout, une sorte de visibilité, sinon dans le débat public général, malheureusement, mais du moins une visibilité, malgré tout, dans l'espace public d'un certain nombre de villes. Le site que tu présentais, là, Paul, est effectivement, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant, mais je crois, malgré tout, qu'on est encore effectivement très probablement loin du compte, mais il y aurait, je pense, peut-être, du point de vue de l'historien, moi j'ai commencé à travailler d'ailleurs sur un certain nombre d'associations, le Secours de France, etc. Je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire sur l'histoire de ces associations pour comprendre au fond pourquoi et comment ça ne marche pas. On l'imagine assez bien, on peut avoir des réponses, mais malgré tout, je pense que ce travail qui a été conduit et la ténacité, il faut bien le dire, d'un certain nombre de ces promoteurs n'ont pas été inutiles parce qu'il y a quand même un sacré changement entre les années 1990 et les années que nous connaissons aujourd'hui, même si vous trouverez le changement évidemment insuffisant de votre point de vue. Je vous remercie. Merci, professeur. Nous avons demandé donc à Monsieur Frémaux, qui est connecté, de faire la synthèse de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et après cette synthèse, on posera les questions de la salle. Alors, Jean-Jacques Jordi demande l'inverse, des questions de la salle. Ben, le problème, c'est qu'on en a assez peu, si ce n'est des compliments, mais ça fait... donc, ça fait plaisir. Anne Santerre, colloque constructif, les enlevés portés disparus sont enfin reconnus comme tels. La reconnaissance des victimes et du deuil à faire sont présents. La mémoire est au premier plan. Daniel E, merci à vous tous pour ce travail. Gécruz, merci à tous, le combat continue. Audrey Ferrer, merci au Cercle algérianiste de créer le mur des disparus à Perpignan, et elle s'exprime au nom de l'association des Pieds Noirs en Espagne. Voilà, on n'a pas de questions particulières, si ce n'est, comme je vous le disais, des compliments. Jean Monneret demande la parole.
Appuie sur le micro, oui. Non pas pour compléter, mais pour évoquer un souvenir. Ça devait être en 1978 ou 79, dans ces eaux-là. Alors évidemment, maintenant, je me trouve souvent, dans beaucoup d'endroits où je vais, je me trouve souvent être le doyen, donc vous m'excuserez de revenir très en arrière. Mais il s'était déjà écoulé pas mal de temps depuis l'indépendance de l'Algérie, et je n'avais pas, à cette époque, je n'avais pas tellement d'intérêt pour un militantisme quelconque relativement à la guerre d'Algérie. Sauf que une des choses qui m'a aiguillé un jour et qui m'a amené aux engagements ensuite que j'ai eus et qui expliquent ma présence parmi vous, c'est que il y avait dans toute la période qui a précédé, disons, durant le septennat de Giscard et précédant l'arrivée des socialistes au pouvoir, il y avait une grande agitation politique parmi les étudiants, et notamment parmi les étudiants socialistes. Et tout le monde se rappelle qu'à cette époque-là, les événements qui s'étaient déroulés au Chili et en Argentine avaient beaucoup marqué l'opinion, mais en France même. Si bien qu'il y avait à une époque, et c'est ce qui m'a heurté, et puis finalement m'a amené à agir un peu, c'est qu'il y avait tous les jours des jeunes socialistes qui organisaient une manifestation tous les jours devant l'ambassade du Chili, à moins que ce soit l'ambassade d'Argentine, enfin une ou l'autre, justement pour les disparus d'Argentine et pour les disparus du Chili. Et un jour, je me dis, mais bon sang, on a des manifestations tous les jours pour des disparus dans un pays à 10 000 kilomètres. Je n'étais pas contre ce genre d'interrogation et de soucis, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais et nous alors? Et nos disparus en Algérie, qui est-ce qui s'en occupe? Et il y avait déjà à cette époque une certaine tendance à parler de la guerre d'Algérie, mais beaucoup moins que maintenant, bien sûr. Et puis aussi, il y avait déjà le pli commençait d'être pris. Hein. Il y avait eu un fameux film de quelqu'un qui s'appelle Iman, qui a fait un film à partir du livre d'Henri Alleg, sur les tortures d'Henri Alleg. Mais bon, en dehors de ça, je me dis, mais qui parlera un jour des Européens disparus, de mes compatriotes disparus? Ça, apparemment, ça n'intéressait personne. Et c'est un petit peu ça qui m'a turlupiné et qui a fait que... Est-ce que je peux me permettre de faire une petite histoire? C'est une histoire vraie. Hein. C'est un groupe américain qui n'existe plus maintenant, qui était dans l'informatique, assez important. Et tous les ans, il y avait un processus. Alors, il y avait une réunion de l'ensemble de l'encadrement et, de façon évidemment symbolique, un manager était sacrifié. Ce qui fait qu'ensuite, tout le monde repartait au travail virginisé. Eh bien, j'ai un peu le sentiment que dans toutes les sociétés, bon, je dis une banalité, tout le monde le sait, il y a une fonction symbolique d'un certain nombre de populations qui doivent jouer le rôle de bouc émissaire, qui permettent à tout le reste de la population de continuer à se regarder dans la glace et de penser qu'il continue son chemin sans aucune difficulté. Voilà. Oui, général. Moi, je voudrais faire le lien entre le remarquable exposé de M. Olivier Dard et celui du professeur Tossière, qui était aussi remarquable. C'est que je crois que dans les deux périodes que vous distinguez, de l'immédiate après-guerre Algérie jusqu'aux années 70-80 et la suivante, il y a deux phénomènes qui jouent. Le premier, c'est que sur le plan psychologique, de la part des gens qui ont participé ou vécu ces événements, il y a une forme de déni, c'est ce que disait tout à l'heure le professeur, le rejet de tout ça. Et je sais que quand on était jeune, il y a beaucoup de choses dont on ne parlait pas parce qu'on ne voulait plus en entendre parler. Et puis, simultanément, les acteurs,
y compris les responsables, étaient encore vivants. Bon. Ce qui fait qu'on n'en parlait pas, parce que quand on en parlait, il y avait toujours quelqu'un pour bloquer le sujet. Au fur et à mesure que les responsables ont disparu, déjà la parole s'est un petit peu libérée, mais en même temps, les gens qui ont vécu ces événements ont disparu, et ce sont les enfants qui ont pris le relais bien souvent, et les enfants avaient un questionnement pour résoudre déjà leur propre situation psychologique et un questionnement pour comprendre ce qui s'était passé. On a eu la même chose avec la Shoah, si vous regardez bien dans le temps, la même chose avec la Shoah, bon. Ou la même chose avec les fusillés de 14-18, hein, le même cursus. Bon. Et puis il y a un autre aspect, mais là c'est plus personnel, c'est que quand vous parliez de cette évolution de la notion de deuil qui aujourd'hui est amplifiée à partir du moindre problème, alors que là, il y avait des centaines ou des milliers de personnes concernées, ça n'émouvait personne. Je crois qu'il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé, c'est le rôle de la religion. Cette période correspond à un affaissement de la religion catholique notamment, alors qu'à l'époque, chez nos grands-parents, la mort et les situations comme ça étaient, je ne dirais pas compensées, mais consolées par l'aspect religieux qui apportait une réponse. Dès l'instant où cet aspect religieux disparaît, il n'y a pas de réponse et on tombe dans les dénis et dans les problèmes psychologiques qu'a évoqué le professeur tout à l'heure. Voilà, c'est une approche qui pourrait être intéressante un jour à faire pour voir comment ça s'est passé. Voilà. Merci. Oui, voilà, si je peux, par rapport à ce qu'a dit Olivier Dard et auquel je souscris. Alors, je vais lui poser une question parce que moi, j'ai vécu la décennie noire en Algérie, les années 90-2000, avec mes collègues ex qui trouvaient ça énorme, parce que d'un côté, il y avait des massacres, il y avait des gens qui étaient poussés à partir, il y avait des disparitions. Et je me souviens bien, on devait être en 93 ou 94, j'avais posé la question, je dis mais ça c'est ce que les Français d'Algérie ont vécu, c'est-à-dire les enlèvements, Alors on me regardait en me disant mais comment ça, ils n'ont pas vécu ça? Je dis mais ils ont tout à fait vécu exactement la même chose, hein, avec des massacres, ou même des massacres entre musulmans. Regardez Mélouza, regardez. Alors, et je me suis rendu compte que là, il y avait une sorte de prise de conscience et d'une petite considération sur ah ben oui, peut-être que ce qui se passe en Algérie nous informe de ce qui s'est peut-être passé il y a 40 ans, quoi, ou 30 ans, 35 ans. Et donc, cette décennie noire a été quand même aussi marquante dans la prise de conscience de certains de nos collègues, en tout cas universitaires. Et les moines de Tibérine. Oui, aussi, oui, tout à fait. Mais en même temps, là, voici une question que je poserais bien à Guy, qui connaît ça, qui connaît cette histoire depuis. Non, mais cette question, parce que toi moi, ce qui n'est pas mon cas, hein, toi, tu es vraiment le spécialiste de la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas mon cas, même si j'ai travaillé là-dessus, mais sur des objets plus précis. En fait, chez les historiens, mais Jacques qui nous écoute aussi va peut-être. On commence à en parler. Camp des disparus. Bon, moi, je me souviens avoir lu le livre de Jean, évidemment, que j'avais acheté assez vite, mais c'est quand même tardif. Est-ce qu'avant, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que tu t'en souviens? Capitaine Leclerc. Oui. Non, mais... Scientifiquement, non. J'avoue que je n'arrive pas à hein, préciser une date, mais enfin, il me semble que j'en ai entendu parler, enfin, plus ou moins depuis très longtemps, mais évidemment avec une précision inégale, bien entendu. Enfin, j'ai été informé assez tôt donc du livre du capitaine Leclerc, par exemple, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai trouvé des informations beaucoup plus solides et sérieuses de la part de Jean Monnet, par exemple. Donc, il y a eu également des étapes vers celles que tu as retracées dans ton exposé. Mais moi, puisque j'ai le micro, là, je vais en profiter. Je voudrais dire qu'en t'écoutant, justement, j'ai retrouvé un lien entre, comment dire, alors quelque chose que je n'ai pas mentionné, explicitement donc, dans mon exposé de ce matin, c'est-à-dire la controverse que j'ai dû développer depuis quelques semaines avec mon ancienne étudiante Malika Rahal, qui a trouvé le moyen, donc, dans son dernier livre sur l'Algérie 1962,
de nier qu'il ait pu y avoir des prises de sang forcées sur des personnes enlevées en Algérie à cette époque, avec une démonstration qui en fait est tout à fait insuffisante pour aboutir à une telle conclusion, puisque d'une part, elle donne tous les arguments pour estimer que le FLN confronté à la violence de l'OAS avait, disons, les moyens de développer un système sanitaire séparé des hôpitaux français pour soigner ces blessés qui eux-mêmes étaient frappés en grand nombre par l'OAS. Apparemment, la question ne se posait pas et donc c'était des gens bizarres comme moi et comme mon ancien étudiant, Grégor Mathias, qui ont osé formuler cette idée dans un livre lamentable. Et j'ai donc dû lui répondre à 2 reprises sur mon site en démontrant que sa démonstration était faussée par sa partialité, qu'il avait empêché de prendre au sérieux cette hypothèse, alors qu'elle aurait dû logiquement l'examiner avec la même attention que l'hypothèse inverse. Mais enfin, j'ai pensé qu'il n'était pas indispensable de revenir là-dessus dans cette journée, mais finalement, dans tous les cas, dans les petites corrections que j'ajouterai à mon exposé de ce matin, je rajouterai quand même une mention explicite à cette affaire et donc à Malika Rahal. Mais d'autre part aussi, ça me rappelle justement la réunion qu'elle avait organisée, la journée d'études qu'elle avait organisée sur cette question. Alors, non pas évidemment des disparus européens, mais des disparus algériens. Donc, pendant la guerre d'Algérie, c'était il y a combien, 3 ans peut-être, 2-3 ans, et qui est à l'origine justement de notre journée d'aujourd'hui. Et donc, en me rappelant donc cette journée à laquelle j'ai assisté, et à laquelle nous avons pu nous exprimer, mais sans nous attirer des réponses désagréables, y compris donc de la part de Malika Rahal. Alors malgré tout, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis, j'ai quand même l'impression très nette que il ne suffit pas de constituer un groupe de travail qui m'a semblé être inspiré par celui que vous avez animé donc depuis déjà bientôt 20 ans sur cette question pour mener cette recherche dans un esprit véritablement scientifique. Je pense donc au site 1000autres.org qui a été créé il y a quelques années par Fabrice Risseputi et Malika Rahal, justement, pour rechercher les disparus de la bataille d'Alger. Initiative dont j'ai rendu compte de manière tout à fait positive, mais après tout, je crois que j'ai été trop indulgent, car en y réfléchissant bien, j'ai vraiment l'impression que les animateurs de ce site continuent justement d'avoir ces œillères qui les interdisent de voir qu'il n'y a pas que des disparus algériens, mais qu'il y a eu aussi un nombre tout à fait important de disparus français en Algérie, par exemple. Donc, nous avons encore beaucoup de chemin à faire, mais je crois que nous avons quand même montré le bon exemple. Oui, je rebondis sur ce que vous dites, Guy. Nous étions tous les deux à ce colloque des enfants de Maurice Audin. Vous êtes intervenu et je suis intervenu, mais je me souviens quand même que lorsque j'ai pris la parole avec le micro baladeur en fin de réunion et que j'ai demandé pourquoi ils ne faisaient leurs recherches que sur les exactions dues à l'armée française, et je leur rappelais que les exactions du FLN, et j'en étais le témoin, étaient au moins aussi importantes. L'animatrice, qui était une journaliste de France Culture et qui donnait la parole, qui était sur l'estrade, m'a coupé le micro. Et donc, elle m'a empêché de m'exprimer. C'est une anecdote, mais qui veut dire beaucoup. Pendant que... C'est le service public. Voilà, c'est le service public, oui. Pendant que vous parliez, beaucoup de questions, beaucoup d'appréciations sont arrivées, donc je vous les lis. Raoul Chombeau à tout le monde, voilà, et frère d'un militaire porté disparu le 7 juillet 62. Merci de tout cœur à tous les intervenants, en particulier au général Henri-Jean Fournier. Derieux, de jeunes universitaires travaillent-ils sur ces douloureux sujets?
Jean-Jacques, Olivier. Alors, j'essaye de les faire travailler sur, non pas enfin, sur les disparus eux-mêmes, non, mais ça pourrait être envisageable, mais sur certaines associations, notamment, j'en avais fait travailler une sur le Secours de France, là, j'en ai une qui est en train de travailler sur, comment dire, les sites, alors je suis une passionnée d'Internet, mais les sites pieds noirs d'Internet, voilà. Non, bon, qui elle-même est une petite fille de pieds noirs, etc. Donc voilà. J'en ai quand même quelques-uns, mais bon, il y aurait beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et je pense que de ce point de vue, tout ce que vous êtes en train de mettre sur pied avec le numérique parle beaucoup plus à cette génération qu'un exposé classique. Donc je pense que c'est une très bonne chose. D'autres appréciations? Maurice Godineau, bonjour. Félicitations pour votre action exemplaire et désintéressée. Amitié de frères d'armes à Henri-Jean Fournier. Claude Négry, bonjour. Ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire. C'est vrai. Pas seulement, mais cela peut expliquer le déséquilibre. Régine Boutegège, merci pour ce colloque. J'essaie depuis toujours de comprendre mon histoire. Je suis toujours étonné de la difficulté à faire émerger et connaître l'intégralité de cette histoire dont les disparus font partie. Ne pensez-vous pas que dès le début, une mémoire officielle partielle a été mise en place par le général de Gaulle, comme l'a été d'ailleurs une mémoire partielle de la Seconde Guerre mondiale? On peut dire que oui. Léonie Mongenot, ce travail que vous avez fait m'a beaucoup aidé et comprendre ce que mes ancêtres ont vécu et ma grand-mère a vécu aussi. Je ne suis toujours Léonie, je ne suis pas pied noir, mais mon esprit est pied noir. C'est ma mère qui était pied noir. Et voilà.